Rebonjour à toutes et à tous, merci d'être là avec nous pour ce deuxième grand débat qui s'intitule « L'hôpital augmenté, c'est déjà aujourd'hui ». Alors ce qu'on va faire dans cette session, c'est qu'on va donner des exemples terrain. Nos participants sont tous là à un degré ou à un autre pour représenter le terrain et ce qui s'y passe. On va essayer de se laisser 5 ou 10 minutes à la fin pour des questions, ce qui nous laisse finalement assez peu de temps, 45 minutes entre nous pour discuter. Mais il y aura aussi beaucoup de choses qui viendront pendant les questions. L'hôpital augmenté, c'est déjà aujourd'hui. On va évidemment regarder vers l'avenir en fin de session. On va reparler d'IA, on va redonner des exemples de l'IA. On va essayer de se demander tout à la fin vers où nous emmène l'IA concernant l'hôpital. Mais avant ça, il est inutile de rappeler que notre population vieillit, que la demande de soins augmente, que le nombre de médecins n'est pas particulièrement plus élevé aujourd'hui qu'il était il y a 10 ou 15 ans, on l'a dit juste avant, et que les budgets, comme chacun sait, ne sont pas extensibles. Mais aujourd'hui, des solutions numériques sont déjà en place pour améliorer l'efficience des hôpitaux, notamment pour piloter des plannings, pour piloter les ressources, pour gérer des stocks. J'espère qu'on pourra aborder quelques exemples pour coordonner des équipes grâce à des solutions numériques. L'hôpital est donc déjà augmenté et parfois de manière silencieuse aux yeux des patients, parfois de manière plus visible. Anne Schweighofer pourra nous donner la vue côté patient. Derrière la réalité d'un hôpital augmenté grâce aux solutions numériques, il y a en fait deux enjeux que nous allons également aborder, si je ne m'en mêle pas dans mes fiches. L'enjeu des métiers et des usages, comment un hôpital augmenté, comment la recherche d'efficience transforme les métiers au sein de l'hôpital et transforme les usages. Et également l'enjeu des patients. À nouveau, on se tournera vers Anne pour en parler. Comment est-ce que, malgré un hôpital augmenté qui s'appuie sur les solutions numériques pour des gains d'efficience, on garde le patient au centre et on s'assure de la qualité du soin? Est-ce qu'il y a antinomie dans les deux propositions? Pas si sûr, la réponse est un peu dans la question. Bref, pour parler de tout ça, nous avons 4 intervenants qui incarnent chacun des regards complémentaires. Dans un ordre que j'ai choisi d'établir de manière purement aléatoire. Bernard Castells, vous êtes le CEO d'Opsia. Vous allez nous parler de l'utilisation de la donnée et de pourquoi le pilotage par la donnée a du sens à l'hôpital. Anaëlle Valdois, à mes côtés, que je représente après le premier débat. Vous êtes directrice du pôle transformation des usages, performance des usages du numérique et de l'IA à la NAP. Vous allez nous apporter une vision nationale et des exemples transversaux sur les pratiques à l'hôpital en termes de solutions numériques pour des gains d'efficience. Anne Schweighofer, dont j'ai déjà parlé, CEO de l'agence Patient Conseil, pour une vue côté patient et usager. Et enfin, pour une vue terrain de l'hôpital, le directeur adjoint de la clinique de l'Union, pas très loin d'ici, qui appartient au groupe Ramsay, Maxime Courade-Bontemps. Bienvenue à tous les 4. Après cette longue introduction, je commence tout de suite par entrer dans le vif du sujet avec vous, Bernard Castells, si vous voulez bien. Dites-nous un peu pourquoi le pilotage par la donnée a du sens, ou rappelez-nous plutôt pourquoi le pilotage par la donnée a du sens à l'hôpital pour des gains d'efficience, et puis on abordera après quelques exemples terrain. Alors, pour les gains d'efficience, il faut considérer d'abord l'efficacité des métiers qu'on fait à l'hôpital, parce qu'un hôpital, ça n'existe que parce qu'on soigne des patients à l'intérieur. Tout le reste, évidemment, c'est les ressources que l'on va mettre en œuvre de manière à ce que ces soins soient faits de la meilleure façon. Alors, il y a beaucoup de thèmes tarte à la crème. Néanmoins, ce qui est intéressant, c'est que vous avez cité un certain nombre d'éléments qui permettent d'organiser l'efficience, mais il faut d'abord organiser le soin. Et ça, c'est un endroit où, effectivement, les données ont énormément d'importance parce que ça permet de sortir, et je finirai juste comme ça pour cette première intervention, ça permet de sortir le patient de la position qu'on lui a donnée depuis 50 ans en disant qu'il est au centre de tout. Et en fait, quand on le cherche, le patient, il est nulle part. Il est partout à la fois. On est dans une médecine silotée à l'intérieur de l'hôpital, silotée entre l'hôpital et la ville, etc., etc. Et en fait, ce qui est intéressant avec la donnée, et ce que ça donne comme perspective dans 3-5 ans, c'est que le patient va commencer à devenir le centre.
C'est-à-dire que c'est bien par lui que vont passer les besoins, les usages et l'utilisation des données quand il va se déplacer dans ses parcours et dans les besoins qu'il a besoin dont il a besoin de régler. Pardon. On pourra reparler de ces parcours patients, justement. On se demandera dans la troisième partie comment l'augmentation de l'hôpital, la numérisation de l'hôpital, si elle met à distance le patient. Vous dites que non, bien sûr, on en reparlera tout à l'heure. Anaëlle Valdois, pour la NAP. Oui. Bonjour. Aujourd'hui, dites-nous un peu les tendances et donnez-nous peut-être quelques exemples sur la manière dont des hôpitaux pilotent comme on l'a dit, plusieurs indicateurs, gestion de stock, planning, ressources, avec des solutions numériques, notamment avec des plateformes de données. Alors, ça peut vous paraître étonnant, en tout cas les personnes qui sont dans la salle, mais ça arrive encore aujourd'hui des établissements où quand on arrive en appui, quand on demande le nombre de salles de bloc, on ne sait pas. Quand on demande le nombre de jours de stock, donc c'est un indicateur qui nous permet de savoir si vous avez par exemple, je ne sais pas moi, assez de... Je ne veux pas donner l'exemple des couches, mais c'est ce qui m'arrive en premier. Donc ça sera l'exemple des couches. Est-ce que vous avez assez de couches pour la semaine? L'établissement n'est pas forcément capable de répondre de façon instantanée. C'est des éléments qui sont indispensables au pilotage financier certes, mais aussi au pilotage organisationnel, savoir où sont les flux, à quel moment. Donc la plateforme data, et je pense que Bernard Castel vous en reparlerez, permettent notamment d'avoir ces indicateurs de pilotage juste stricto sensu de mon activité, de mon organisation. Quand on fait un appui et qu'on trouve 3 mois de stock de couches, et c'est vrai, c'est un fait dans une salle, ça signifie 3 mois de trésorerie financière, ça signifie du travail supplémentaire pour les équipes parce qu'il faut les ranger, il faut trouver à quel endroit, et ça prend de la place. Donc, c'est un exemple de, entre guillemets, mauvaise pratique et ce que les data vont permettre aussi de résoudre. Et si on se passe maintenant un peu plus côté national, les data, ça permet aussi de se comparer. Alors, pas se comparer forcément pour se dire on est mauvais élève, mais ça permet aussi de se dire, par rapport aux autres, comment je me place au niveau national, par rapport, par exemple, à ma région, par rapport aux hôpitaux de ma fédération. Ça permet du coup de trouver des axes de travail pour se dire, là, il faut que je travaille sur les stocks. Bon, vous avez vu, j'ai une obsession sur les stocks. Mais ça peut être, je peux aussi utiliser la data pour m'aider à la décision. Donc nous, notre rôle aussi en tant qu'agence, et vous le verrez en 2026, c'est de sortir ces référentiels pour se comparer et de donner les outils aux établissements pour avoir une vision nationale. On a aujourd'hui une équipe data qui est arrivée à l'agence, d'anciens qui étaient en établissement notamment, qui vont nous sortir ces plateformes d'analyse et de visualisation des data de l'établissement par rapport au national. Et ça, c'est important aussi pour s'améliorer et pour trouver les pistes de travail. Qu'est-ce qu'on cherche à prioriser? Où se trouvent aujourd'hui les gains d'efficience? Vous avez beaucoup parlé de stock, on a mentionné les plannings. C'est vrai que l'exemple des couches, moi je l'aime beaucoup. Bernard Castel, vous m'aviez donné un autre exemple de couloir rempli de stock à 6 mois qui était complètement inutile. Où se trouvent les gains d'efficience possibles encore aujourd'hui? S'il faut en choisir un ou deux peut-être, parce qu'on ne va pas faire la liste, je pense qu'il y en a beaucoup. Oui, en fait. non, des gains d'efficience, je vous donne du vécu. Je suis resté 2 ans dans un hôpital pour un plan de retour à l'équilibre. Ça veut dire qu'on avait 8% de déficit structurel sur 170 millions de chiffre d'affaires, donc c'est un petit peu compliqué. Donc qu'est-ce qu'on a fait? 2 ans avant, on avait viré 250 personnes. On avait coupé dans tous les coups, etc. Et 2 ans après, on était encore au fond du trou. Donc, on s'est occupé de quoi? On s'est occupé de vérifier comment les ressources étaient utilisées pour quelles activités. Et de façon très très fine. Alors, on l'a fait papier-crayon à l'époque. On avait les données qu'on cherchait nous-mêmes et qu'on mettait dans des tableaux. Et ça nous a permis de revenir à l'équilibre en 1 an et demi. 8%. C'est énorme, 8% de déficit structurel dans n'importe quelle entreprise. Donc, voilà les gains, et Anaëlle l'a rappelé, il n'y a pas que les couches, il y a les sondes pour les coronaires, etc. Et ça coûte un peu plus cher qu'une couche. Donc, cette façon d'aborder l'efficience, c'est juste. Pourquoi? Parce que c'est la ressource pour faire du soin de bonne qualité. Et on n'a rien lâché sur la qualité, parce qu'on avait quelques mandarins qui étaient tous internationalement connus et qu'on ne pouvait pas se permettre de lâcher sur la qualité du soin.
Et juste, je vais me permettre de rebondir. Cette question, elle peut vous sembler peut-être bizarre pour les personnes qui ne sont pas du terrain, mais avoir cette data, c'est pas si simple. Dû à la cartographie applicative, dû au manque d'interopérabilité, dû au fait que, par exemple, on va avoir les mêmes données aux mêmes endroits, mais que c'est pas forcément le même référentiel. Donc en fait, ça peut vous paraître très simple de sortir un taux d'occupation de bloc, sauf que le taux d'occupation de bloc de tel logiciel n'est pas calculé de la même façon dans tel logiciel. C'est aussi pour ça qu'on a besoin d'avoir ce pilotage par la donnée, parce qu'elle est difficile à avoir. On est passé dans le numérique du papier au numérique, mais on n'a pas forcément été jusqu'aux bons indicateurs. Et on ne sait pas comment on les calcule. Alors, pour bien comprendre cet exemple de taux d'occupation de bloc, ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a des hôpitaux. Vous leur demandez aujourd'hui à combien vos différents blocs opératoires sont occupés, c'est ça, pour vraisemblablement déterminer est-ce que vous avez des ressources qui ne servent à rien, ou au contraire, est-ce que vous n'en avez pas assez par rapport à la demande de patients, et on n'est pas capable de vous répondre, ou de manière pas correcte. Je peux vous donner un exemple d'un appui dernièrement où on cherchait à évaluer on en était simplement à évaluer la pertinence du bloc, le nombre de salles. On était incapable de calculer rien que le taux d'ouverture, le taux d'occupation, parce qu'il fallait avoir les bonnes données dans le logiciel. Et donc on m'a donné ce qu'on appelle le cahier du bloc. Donc c'est l'infirmière de bloc qui m'a donné un cahier où tout était écrit en papier et on se l'est paluché pendant une semaine pour pouvoir sortir des indicateurs. On en est encore là dans certains endroits. Et je veux dire qu'on était en 2025. Et donc pourquoi c'est comme ça? C'est parce que soit le logiciel n'était pas utilisé de la bonne façon, soit il ne nous permet pas de sortir les indicateurs qui sont pertinents, soit on ne sait pas forcément calculer l'indicateur et ce n'est pas exactement comme ça qu'on veut le calculer. Donc c'est du vrai. Donc là, on est sur de l'hôpital augmenté manuellement, finalement, c'est ça, hein, pas du tout par des solutions numériques, en tout cas avec de la marge d'amélioration numérique. Maxime, est-ce que vous, de votre côté, vous savez quel est le taux d'occupation de vos blocs opératoires à la clinique Ramsay, à la clinique de l'Union? Déjà, bonjour à tous. Oui, je le sais, parce que c'est un indicateur très important. Et quand on parle d'économie de santé, c'est l'accès au plateau technique qui coûte très cher. Ce sont des ressources en dispositifs médicaux, en compétences médicales et paramédicales, et la structure du bâtiment aussi. C'est un environnement où il faut faire du froid, donc il y a des CTA qui tournent toute la journée, donc c'est des environnements, on a des indicateurs. 1 heure de bloc opératoire, c'est environ 1 000 €. Donc on a tout intérêt à optimiser notre utilisation des plateaux techniques. Donnez-nous un petit peu un exemple terrain, vous, du genre de projet que vous avez pu mener à la clinique de l'Union, qui répond à cette exigence, à cette recherche d'efficience, qui permet de nous donner une vue peut-être un peu plus optimiste que ce qu'on a pu dire aujourd'hui par les exemples de stockage, même si je suis sûr qu'il y a plein d'autres bons exemples. La réduction de 8% pas de déficit, mais enfin de charge opérationnelle est parlant pour ça. Un exemple d'un projet que vous avez mené qui nous permet de résoudre cette question, de dire est-ce que effectivement l'hôpital est augmenté aujourd'hui? Mais déjà, avant de donner un exemple précis, c'est plutôt une posture que l'on a sur la clinique de l'Union et la clinique Le Marquisat. Pour nous, l'hôpital augmenté, c'est le fait d'ouvrir nos portes comme terrain d'expérimentation pour les startups ou les sociétés, pour leur donner l'opportunité de tester leur POC. Le monde de la santé est un endroit assez clos, assez fermé, où on a tout intérêt, et il y a une accélération qui est faite, de se tourner vers l'extérieur, d'aller chercher de l'aide, en fait, de faire du réseau. Donc nous, on essaye de donner ces terrains d'expérimentation aux startups. Et j'ai en tête une start-up qui s'appelle Inway, qui nous permet de faire de la gestion de dispositifs médicaux pour les boîtes de stérilisation. Ils ont défini ce qu'ils appellent un atlas, parce qu'il y a autant de fournisseurs qu'il y a d'instruments médicaux, et il y a un sujet de vulgarisation de vocabulaire, et cette société fait le dictionnaire de tous ces dispositifs médicaux et nous permet d'avoir une gestion du stock en temps réel et de fluidifier les commandes de dispositifs médicaux. Donc c'est un exemple parmi tant d'autres que l'on pourrait développer, mais c'est un projet avec des retours d'investissement qui chiffrent très très vite.
Et alors, en l'occurrence, donc faire rentrer des startups, est-ce que c'est un signe, peut-être pour Anaëlle Valdois, qui va nous permettre de passer à l'aspect métier, qu'en interne, l'hôpital n'a pas nécessairement soit les compétences, soit le temps, soit les ressources pour de lui-même mettre en place les outils qui lui permettraient d'atteindre ces gains d'efficience ? Alors, je pense que la première réponse qu'on peut donner, c'est que c'est pas forcément une histoire de temps, ça serait plutôt une histoire de compétences. Alors ça dépend des hôpitaux, donc là je dois parler de façon générale, mais on enlève les CHU, on n'a pas forcément des compétences de développement informatique au sein de nos équipes. Déjà, si on arrive à bien faire la cybersécurité, à bien faire la gestion de nos EAI, ça sera déjà bien. Donc ça peut arriver d'avoir des développements internes, mais globalement, aller vers les startups, ça permet de tester ce qui existe. Dans nos grands éditeurs aujourd'hui de nos cartographies, l'innovation, elle existe, mais elle n'est pas aussi facile que de prendre certaines startups sur des points clés. Aujourd'hui, on a plein de sujets dans lesquels on peut aller travailler en partenariat sur l'innovation, et c'est ça qui est aussi intéressant. Il y a des appels à projets en ce moment au niveau national sur comment j'achète des DMN innovants, comment je me lance, il y a les tiers-lieux d'expérimentation où l'INAP travaille dessus, sur comment on passe à l'échelle avec ce type d'innovation. Sachant que pour faire le pont justement avec la représentation patiente de tout ce qu'on a dit tout à l'heure, notre objectif c'est que tout ça soit le plus transparent possible pour les patients. Là on a parlé de beaucoup de projets qui sont avant tout administratifs, et l'idée c'est que ça nous permette d'avoir le bon patient au bon moment le plus rapidement possible, et que tout ça, par exemple qu'on manque de stock ou autre, ou qu'on manque de soins, ça permette en fait d'être résolu grâce à ce type de pilotage, et du coup que ça soit transparent et que le patient ça aille mieux pour lui. Et ça, du coup, Anne Schweighofer, quelle est votre vue en tout cas ? Est-ce que le patient le voit ? Est-ce que tous ces gains d'efficience qui sont a priori invisibles pour le patient, est-ce qu'il le ressent ? Est-ce qu'il les voit ? Est-ce qu'il est même impliqué peut-être dans leur recherche de ces gains d'efficience ? J'ai bien aimé l'utilisation de a priori l'hôpital augmenté pour le patient à ce jour, et à mon avis c'est assez inexistant. Je crois que l'entrée du numérique dans la vie du patient, c'est des professionnels de santé qui sont derrière leur écran. Des échanges donc raccourcis à cause de l'utilisation de logiciels que les professionnels de santé ne maîtrisent pas forcément. On l'a dit tout à l'heure, on renseigne des données sur des plateformes, on ne sait pas vraiment à quoi ça sert. Il y a un vrai souci d'interopérabilité. On peut avoir beaucoup de papier. Encore, des résultats de labos privés que le médecin généraliste n'a pas reçu, ou un centre de cancéro, par exemple, qui envoie même pas les comptes rendus. Enfin, tout ça, en fait, ça met le patient au cœur de la gestion de son dossier, et souvent, on montre son téléphone au médecin pour lui montrer les résultats du labo. Donc, c'est vrai que l'hôpital augmenté au niveau du patient, en fait, c'est très très compliqué, ça n'existe même pas. Donc c'est vrai que c'est un peu mettre les pieds dans le plat ce que je vous dis là, mais du point de vue du patient, mettre le bon patient au bon endroit, tout ça là, pour l'instant on ne le voit pas, les temps d'attente sont longs. Donc c'est vrai que est-ce que le numérique a vraiment joué son rôle de remettre du lien et de redonner de la place, du temps médical? Pour l'instant, je ne crois pas. Et puis, on est vraiment sur un manque d'information des patients, un manque de formation, on en a parlé tout à l'heure avec Alain Olympie, manque de formation des représentants des usagers, manque de formation des patients à ce qu'on fait de leurs données, à l'utilisation du numérique, et puis, comme vous le disiez, un besoin de transparence. Comment je suis mieux soignée, l'utilisation de l'IA dans les parcours de soins. Je pense que vraiment, il y a un manque d'information et de formation. Alors, un manque d'information peut-être. Est-ce qu'il y a aussi, puisque vous l'évoquez, un manque de formation et d'accompagnement du professionnel de santé pour que lui-même utilise ces outils? On l'a un peu évoqué tout à l'heure à la précédente conférence. Anaëlle Valdois, est-ce que l'ANAP, dans votre activité, vous accompagnez aussi ces professionnels de santé à eux-mêmes réaliser les bénéfices de ces solutions numériques et de cette recherche d'efficience, et peut-être même à la communiquer aux patients? Alors, c'est une question très large.
Alors, on ne va pas jusqu'au patient, ça c'est clair. En tout cas, pour vous donner un exemple d'action là qu'on va faire, on va accompagner les établissements à savoir comment on va mesurer tout ce qui est ROI des solutions avec les professionnels. Donc, il y a le ROI. Est-ce que je suis bien formé? Est-ce que j'arrive bien à l'utiliser? C'est pas qu'un ROI financier. Et l'objectif, c'est d'essayer de voir comment on va mesurer tout ça pour qu'à chaque fois qu'on mette de l'innovation, on puisse pouvoir accompagner les professionnels. À chaque fois, on va oublier certains prérequis. À chaque fois, on va oublier, par exemple, telle formation de tel type de professionnel. Donc ça, c'est un projet de 2026 en particulier. C'est un exemple. Mais je voulais juste rebondir sur le fait que le numérique aujourd'hui n'avait pas forcément fait gagner de temps. On a des exemples aujourd'hui, en tout cas, de solutions numériques qui permettent d'apporter l'information au bon moment aux patients. On a l'exemple de, là, je vais le dire, l'hôpital Foch qui utilise une application qui s'appelle Follow Me aux urgences, qui va permettre d'apporter aux patients à tout moment de son parcours urgence. Donc j'arrive, je vais être reçu par l'IAO, je vais voir le médecin, j'envoie mon résultat. Il va avoir en fait une application, le patient, qui va lui dire vos résultats, ils sont là. Ah, vos résultats sont arrivés. Hop. Et donc du coup, ça va permettre d'apporter l'information. Donc dans certains cas, on commence à avoir des solutions numériques qui vont permettre d'apporter l'information. Mais je réagis tout de suite parce que je sais ce que vous allez me dire. Il faut former le patient à l'utilisation de cette application et tous les patients ne pourront pas. Mais en tout cas, c'est un exemple de cas où on paye bien l'information. Et en termes de gain de temps, on a des solutions numériques qui commencent à arriver. Donc là, on parle d'IA dans ce cas-là, qui permettent de faire gagner de temps. Donc le cas auquel je parle, c'est l'hôpital d'Arles, qui a mis en place une IA d'ambient listening. Donc c'est une IA qui permet d'écouter la consultation et de sortir le compte-rendu automatiquement. Enfin, sortir le compte-rendu qui sort une proposition de compte-rendu. C'est une technologie qu'on entend beaucoup parler, que nous, en tant que non-médecins, on peut utiliser pour faire nos comptes-rendus de réunion. L'intérêt, c'est que l'hôpital a réussi à faire l'interopérabilité au sein du dossier patient, ce qui fait que c'est structuré, c'est précodé et ça sort. Là, les professionnels nous disent, ça ne fait pas gagner de temps au sens financier du terme. Je ne fais pas plus de consultations. Par contre, ça transforme mon métier. J'ai plus mon ordinateur qui est entre le patient et moi, mais les mots du médecin, c'est globalement, je change ma pratique, j'ai un micro et mon patient est sur ma table d'examen et je suis plus assis au bureau, je suis en contact direct avec lui. Et là, on peut se dire, dans ce cas-là, ce que le numérique aujourd'hui avait transformé comme étant peut-être vu négativement, c'est-à-dire qu'on a mis un ordinateur en face de nous et donc du coup le patient ne nous voit qu'à travers l'ordinateur, là on retourne la balance et on se dit cette fois-ci le numérique va nous aider à simplifier nos démarches administratives jusqu'au mieux. Effectivement, la technologie est là et on peut s'en servir. Je vous donne un exemple très précis. Dans le Var, il y a un réseau de prise en charge des insuffisants cardiaques à partir de l'hôpital de Toulon, qui est un hôpital expert, qui fait de l'interventionnel pour d'autres hôpitaux, évidemment, mais aussi pour tout le territoire. Ça marche très, très bien. Alors, quel est le problème? Le problème, c'est que ça marche trop bien. C'est trop efficace. On recrute de plus en plus de patients. Et les infirmières de coordination qui assurent la coordination passent 50% de leur temps à passer d'un logiciel à l'autre. Alors, la solution, elle existe. On est sollicité pour ça. Nous, on va boucher les trous entre les logiciels et on va permettre d'avoir un point d'entrée unique et un point de sortie unique. Premier kilomètre, dernier kilomètre. Et on livre. Donc, on va s'appuyer sur les e-parcours qui existent. On ne va pas tout détruire en disant, écoutez, nous, on fait bien. Ça, c'est le problème de la France aussi. C'est de vouloir à chaque fois trouver le Graal. Et donc, on propose ça. Le Graal ? Pardon, allez-y. Non, je vous en prie. Une mauvaise blague. Et donc, voilà un élément qui est intéressant et qui existe et qui peut être utilisé. Ça, c'est pour donner un peu d'optimisme à nos discussions. Deuxième chose, par exemple, les consultations. On a testé et on continue à tester, en dehors de l'IA générative qu'on a aussi mis au point, on teste un appareil qui est posé sur la table et qui n'envoie de données à personne. Donc, je suis médecin, je reçois mon patient et on l'a testé en psychiatrie. On aurait pu le tester en orthopédie, par exemple, c'était beaucoup plus simple. Non, en psychiatrie, c'est bien parce que c'est assez complexe. Consultation de psychiatrie, je discute avec mon patient, bonjour, etc. Évidemment, je mets en évidence un certain nombre d'éléments. On sait que c'est un homme, on sait qu'il a 42 ans, etc., etc. Et donc, on enregistre tout ça, on tape sur un bouton et le compte-rendu sort et il est validé par le médecin. Et ça marche très bien.
Donc, je C'est le même reprends, exemple, ouais, c'est ça. je reprends ce que disait Anaël, qui est fondamental. C'est qu'il faut enlever les écrans devant les soignants. 50% du temps soignant, c'est du temps de frappe et de récolte, d'intégration de données. Ça, c'est un vrai problème. Et les solutions existent. Je reviens vers vous, Maxime Conrad-Bontemps. En termes de parcours de soins, parce qu'on a parlé du parcours patient aussi au sein de l'hôpital, je crois que vous avez, et on peut en parler parce que c'est un bon exemple justement de ce qui se fait sur le terrain pour dégager du temps au bénéfice du patient. C'est l'exemple des capteurs qui permettent de suivre le patient au sein de la clinique. Oui, exactement. Il y a différentes expérimentations. Le fait de mettre un bracelet au patient et avec des bornes RFID à différentes étapes du parcours, ça permet de checker les étapes de prise en charge des patients et d'envoyer des informations aux familles ou aux accompagnants. Un patient qui sort du bloc opératoire qui est en SSPI, je suis en SSPI, l'intervention s'est bien passée. Ça permet d'entourer et de contribuer à la valeur ajoutée dans le parcours de prise en charge. Donc finalement, la situation n'est peut-être pas aussi noire, en tout cas pas partout, que les patients le font. Est-ce que, Anne Schweighofer, peut-être pour nous amener vers la troisième partie, est-ce que pour vous, il y a un risque malgré tout que l'hôpital se déshumanise? On a tout à l'heure parlé, on va en parler encore juste après de tous ces outils d'IA qui apprennent, qui peut-être vont remplacer, si ce n'est augmenter, peut-être dans certains cas remplacer certaines touches humaines. On vient de dire que les médecins doivent continuer à remplir sur un papier, un crayon peut-être, et de ne pas nécessairement leur mettre un écran. Néanmoins, est-ce qu'une tendance vers trop d'automatisation, trop d'augmentation de l'hôpital, c'est quelque chose qui fait peur aux patients? Alors, je ne peux pas prendre la parole pour tous les patients et se dire que ça fait peur aux patients. Je connaissais votre exemple de l'IA qui enregistre et qui restitue des comptes rendus, et ça, je trouve ça génial, parce que le numérique vienne ramener du temps médical et sorte le médecin de son écran, qui en général, il l'engueule, parce qu'il ne sait pas s'en servir la plupart du temps. Donc en plus, il y a cet aspect de frustration ressenti par le professionnel de santé qui aimerait bien être là pour le patient, mais qui en fait doit se consacrer à un outil informatique qui change tous les ans et qui n'est pas interopérable. Moi, je voulais revenir sur un exemple que je trouve très chouette de comment on implique les patients plutôt qu'ils ne soient que le produit de l'innovation, qu'ils soient aussi impliqués dans le déploiement de l'IA. Et je voudrais parler des collèges de garantie humaine qui accompagnent le déploiement de l'IA, et un exemple en particulier d'un outil IA qui s'appelle Auralien, qui est développé par une start-up pour la télésurveillance des problèmes dentaires des résidents d'EHPAD. Et en fait, cette start-up propose des prises de clichés de la bouche des résidents, et l'analyse donne ce qu'on doit faire. Est-ce qu'on doit aller changer, arracher des dents, des choses comme ça. Et en fait, le comité de garantie humaine, qui est composé de patients, d'aidants, de médecins, de dentistes, et puis de juristes, vient là pour donner son avis sur l'état du patient et s'il est en mesure de pouvoir recevoir ses soins. Et en fait, il vient corriger l'avis IA très médical, très dentaire dans ce cas-là, et vient donner la part d'humanité dans ce projet. Et je pense que ces collèges de garantie humaine, l'implication des usagers dans ces collèges est indispensable pour que justement les patients ne soient pas juste soient juste vraiment au centre, mais surtout acteurs de leurs soins, patients et aidants dans ce cas-là. Je reviens un petit peu sur l'aspect humain, mais plutôt côté métier dont on parlait tout à l'heure, Maxime Conrad-Bontemps. Les projets dont on parle, les exemples que vous nous donnez, évidemment, c'est des ressources externes dans votre cas pour des startups, mais c'est aussi beaucoup de travail du côté en interne pour les personnes, le personnel administratif, parfois même le personnel de soins. Comment est-ce que, s'il y a des personnes qui travaillent aujourd'hui dans des établissements de santé, comment est-ce qu'aujourd'hui on organise ces équipes pour déployer ce genre de projet ?
Ça passe dans un premier temps par un conseil à bulles, je dirais, avec des experts métiers pour identifier la valeur ajoutée que va nous apporter cette start-up ou cette entreprise. Il y a un sujet qui est important aussi, sur lequel on a pu générer de la frustration et où on a pu perdre du temps, c'est qu'on n'est pas incubateur de start-up, on ne sait pas faire, c'est pas notre métier. Donc nous, notre public, les startups qui doivent s'adresser à nous, c'est des startups qui sont proches de la commercialisation. Parce qu'on n'est pas capable de prendre un projet depuis le début. Donc une fois qu'il y a eu cette première étape, on va lancer l'initiative sur le terrain avec les équipes directement, le responsable du service. Et je dois dire que dans la vie de tous les jours, ça apporte du sens dans la prise en charge des patients et dans le collectif paramédical ou médical, parce que ça permet de prendre les sujets par un prisme différent que celui de d'habitude. Et c'est des réponses pratiques à des problématiques soulevées par le terrain. Et néanmoins, pour le terrain, c'est aussi parfois, sur certains projets, une modification de leur métier, de là où leur temps est occupé, et donc peut-être des inquiétudes, ou en tout cas une réallocation de leur temps sur d'autres métiers ou d'autres parties d'un métier. Comment est-ce que cet aspect-là d'accompagnement, vous le gérez auprès des gens auprès des professionnels de soins ou des professionnels administratifs ? Alors c'est vrai qu'on le découvre aussi en même temps qu'on le met en place. C'est beaucoup de communication. J'ai un exemple en tête avec, justement, on en parle, les comptes rendus IA. On a des secrétaires qui ont peur de perdre leur boulot. Et le premier message, c'est de dire que, et c'est lors de la table ronde avant, c'était le même sujet, il ne faut pas que ça remplace. Il faut que l'on donne la vraie valeur ajoutée au métier et aux professionnels. Et dans cet exemple-là, c'est d'accompagner les secrétaires à la prise en charge humaine du patient. Parce qu'un patient qui va être pris en charge dans un parcours de soins, c'est un être humain qui peut être déstabilisé, stressé et qu'il va falloir accompagner, tout simplement. Et donc, la secrétaire qui habituellement va se concentrer sur de la frappe, sur de la prise de rendez-vous, va pouvoir apporter cette chaleur et ce réconfort directement au patient qu'elle a en face ou qu'il a en face. Donc là, c'est vraiment du temps dégagé pour le patient. Oui, et puis quand on fait des études, et on en parlait tout à l'heure avec Maxime, quand on fait des études sur l'expérience patient, on en a fait une récemment, ce que retient le patient de son parcours, c'est l'accueil, la nourriture, les temps d'attente, et il va toujours remercier son équipe médicale pour le geste médical. Et en fait, ce qui est important, c'est l'hospitalité, c'est ce que tu viens de dire, c'est vraiment comment le patient est reçu. Et alors moi, je voulais vous parler d'un paradoxe. Vous voyez ce robot qui s'appelle Mirokai, qui est développé par Enchanted Tools. C'est un robot très joli, il est vraiment mignon, il fait penser à Avatar. Ce robot est fait pour effectuer des tâches répétitives, amener des plateaux, amener des médicaments, mais il a été aussi déployé dans des services d'oncologie pédiatrique. C'est un robot, mais il est super mignon, il a les oreilles qui bougent, il interagit par l'IA, vous pouvez vraiment discuter avec lui. Et il a eu beaucoup de succès auprès des enfants. Parce qu'il a mis de la gaieté dans le service, et il a été aussi mis à l'accueil à l'hôtel Dieu, et en fait il a été mis à côté de la responsable de l'accueil, et puis en fin de journée on lui a demandé alors c'était comment d'être avec Mirokai, et bien elle a dit donc Mirokai participer à l'accueil des patients. Puis elle a dit ça s'est super bien passé, les patients aiment beaucoup, et elle nous a dit c'est la seule personne qui m'a pas engueulée aujourd'hui. Parce que les patients sont impatients, les médecins sont énervés, et le robot, il était très sympa. Donc c'est le paradoxe du numérique en fait. Et donc, oui, Bernard, pardon. Je voudrais juste une anecdote. À l'époque, on était à Valenciennes, donc Opsia n'existait pas, mais on travaillait déjà les sujets, et on a travaillé sur une application qui s'appelle aujourd'hui Résilience, et on a démarré le travail comme ça. Ça peut être très simple, numérique, et les smartphones, c'est très utile. Parce que smartphone, plaquettes, aux aidants, aux patients, etc., c'est aujourd'hui relativement facile à diffuser.
entre 2 cures de chimiothérapie quand vous avez un cancer. Il s'écoule 3 à 4 semaines selon le protocole. Donc vous revenez systématiquement pendant plusieurs mois pour faire vos cures de chimiothérapie. Le reste du temps, normalement, vous êtes chez vous ou dans un établissement qui vous accueille. Et on a pris comme principe 5 critères. C'est je suis fatigué, j'ai de la fièvre, j'ai pas dormi, etc. Des choses hyper simples. Et on a demandé aux patients de taper sur leur smartphone. Alors c'est facile à faire, hein, une appli comme ça, c'est rien du tout. Elle était connectée avec l'hôpital, d'accord, avec le service d'oncologie, et qui l'utilise toujours d'ailleurs à Valenciennes. Et donc, tous les jours, le patient tape. Il a 5 critères et il a 3 niveaux. 5 critères, 3 niveaux, ça s'agrège et vous avez des niveaux d'alerte. Au bout de 2 semaines, plutôt que 3 semaines, on dit « Aïe, ça ne se passe pas bien, il vaut mieux le faire revenir avant la chimio de la semaine prochaine parce que ça pose un vrai problème. » Ça pose un vrai problème, pourquoi ? Je parlais d'efficacité au départ. La donnée, ça sert à ça. C'est Anaëlle aussi qui a abordé le sujet. C'est que si vous pouvez prévoir un problème, prévoir un non-problème, vous allez pouvoir prévoir dans votre établissement. Moi, j'ai eu à diriger 2 groupes de cliniques, donc je connais aussi la méthodologie pour utiliser ces plateaux techniques qui sont sophistiqués. C'est de dire, au fond, de quel patient je vais pouvoir m'occuper. Comment je vais pouvoir gérer les flux. On parle beaucoup des urgences qui impactent les hôpitaux, etc. Ce dont on ne parle jamais, on ne parle pas du programmé à l'hôpital. Pourquoi l'urgence impacte l'hôpital ? Parce que le programmé est figé dans un socle inaltérable dont personne ne veut lâcher rien du tout. Et c'est le programmé qui bloque les urgences. Ce n'est pas l'inverse. Alors, je sais que c'est une idée, c'est contre-intuitif ce que je suis en train de dire, mais c'est la réalité. Et dans l'hôpital dont je vous parlais, les fameux 8%, on a été les chercher en particulier un peu à cet endroit-là. Parce que tout le monde nous disait non, mais attends, j'ai pas de lit, j'ai pas ci, j'ai pas ça, je peux pas, papa. Et on a dit on va ajouter 1 semaine au mois, on va faire des mois de 5 semaines. Et on leur a dit vous répartissez les patients sur 5 semaines. Formidable. On a pu travailler sur 5 semaines, 6 semaines, 2 mois pour un certain nombre d'interventions. Évidemment, une coronarographie en urgence, le changement d'une valve aortique ou mitrale, c'est tout de suite. Mais il y a plein de choses qui peuvent attendre. Et là, on a vraiment un impact fort de la donnée que le numérique peut concentrer, agréger, transformer et aller distribuer de façon, je dirais, à façon presque. Avec un bénéfice qui n'est pas seulement sur qui en l'occurrence est sur la gestion d'un planning ou la gestion des stocks et qui in fine bénéficie aux patients, même s'ils ne le voient pas. Sauf dans le cas du robot où là il est en contact avec lui, mais dans la plupart des cas il ne le voit pas. Maxime, pardon. Non. J'allais dire, élargissons un peu le spectre pour ne pas voir seulement le numérique en santé, mais parlons évidemment de l'IA, dont on a déjà un petit peu parlé tout à l'heure. Anaëlle Valdois, à la NAP, il y a un observatoire des usages de l'IA. Dites-nous un petit peu aujourd'hui ce qui est en pratique. Alors, pour ceux qui n'étaient pas là à la table ronde d'avant, j'en ai 60 à peu près aujourd'hui, des établissements qui ont témoigné sur l'usage d'une solution d'IA. Donc on en a partout aujourd'hui, à la fois, donc je ne vais pas parler de l'imagerie, qui est l'exemple vraiment classique qu'on parle depuis 10 ans, mais on en a notamment dans tout ce qui va être DRH, DAF, donc tout ce qui va être administratif qu'on voit moins, qui est transparent. Donc l'IA pour aider les plannings, donc ça c'est des moteurs de règles, parfois avec apprentissage, qui vont permettre de sortir automatiquement le planning selon les contraintes et le programme, que ce soit au bloc ou que ce soit dans un service comme le service des urgences. On a parlé tout à l'heure de prévision des flux aux urgences. On a des établissements, alors j'en ai pas tant, mais on en a quand même 4 ou 5 qui se sont lancés vraiment et où ça fonctionne. Et on va avoir de l'IA dans, par exemple, l'utilisation de données qui vont permettre d'aider à piloter les RH.
Typiquement, là, j'ai rencontré un établissement qui utilise l'IA pour analyser les rapports annuels, pour pouvoir se dire, j'ai 3000 salariés, je lis jamais les rapports qu'on fait parce que c'est de la donnée, c'est du texte, et ben j'ai une IA qui va me mettre en avant, là il y a un risque peut-être de burn-out, là il y a tel sujet, tel sujet, tel sujet. Donc petit à petit, l'IA elle arrive dans des champs qu'on parle moins dans ce type de table ronde, parce qu'on n'est pas que sur de l'aide à la décision, on est aussi sur de l'aide à l'exploitation des données qu'on peut avoir. Et juste peut-être pour rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure, on a aussi des applications en dehors de l'hôpital qui vont nous aider sur la partie IA. On a une application notamment qui est utilisée en ville pour essayer de limiter les flux d'arrivée vers les urgences, parce que c'est aussi un enjeu, limiter du coup ce non programmé. Et donc on a plusieurs possibilités. On a une application qui va en fait faire remonter, un petit peu comme vous l'expliquait Bernard tout à l'heure, des alertes. Donc là, c'est pas des alertes sur comment ça se passe ma chimio, c'est des alertes sur plutôt en fait l'autonomie du patient à la maison. Donc vous connaissez certainement le programme ICOP. Donc c'est dans ce cadre-là, il y a une application qui permet de faire remonter. Là, j'arrive plus à me lever. Là, d'un coup, j'ai un problème visuel et donc une alerte qui va permettre de prévenir le médecin traitant pour essayer peut-être de limiter les flux aux urgences. Pour les seniors en l'occurrence. Pour les seniors. Ouais. Et un autre exemple, là, on a plutôt une utilisation de cette fois-ci d'une IA qui va utiliser ces alertes, donc un petit peu comme ICOP, mais bon, différent, mais on va dire que c'est à peu près pareil. Donc de patients plutôt soit handicapés, soit plutôt en perte d'autonomie côté senior, qui va faire une alerte. Là, on estime que si le médecin traitant ne voit pas le patient, dans 2 jours, il sera aux urgences. C'est-à-dire qu'on a mis un moteur d'IA derrière qui va aider à prévenir ces flux et pouvoir se dire, là, si on pense qu'il va aller aux urgences parce qu'il va chuter, on va essayer de prévenir la chute. Et donc du coup, cette prévention, grâce au moteur de règles et aux IA, ça va nous permettre du coup peut-être de contrôler un peu plus le flux qui arrive à l'hôpital en non programmé. En tout cas, c'est un espoir qu'on peut avoir. Et là, il y a un impact concret sur le patient. Est-ce qu'on va vers un hôpital qui, du coup, apprend de lui-même, apprend tout seul du passé, de toutes les données dont on le nourrit, un peu comme du machine learning qui, finalement, apprend tout seul? Alors, j'aimerais bien peut-être vous dire oui. En réalité, je ne pense pas. La première question, c'est déjà, pour apprendre, il faut que les données soient fiables et bien renseignées. Donc, vous l'avez compris, à force, pour le moment, ce n'est pas le cas. Donc, j'y crois pas. Et je ne pense pas qu'à long terme, on voudra un hôpital qui sera complètement autonome. Je pense que là où on va aller dans les 10-15 ans, et je l'espère, c'est qu'on n'ait presque plus d'hôpital. Notre objectif, c'est que l'hôpital il ne serve que pour les soins critiques, la réa ou les opérations, et que grâce à ces outils numériques, on arrive à faire le lien avec le domicile du patient, que ce soit dans la prévention ou même dans l'hospitalisation à domicile. Et c'est là où le numérique va nous apporter, à la fois nous aider en termes financiers, ça nous coûtera moins cher, à la fois nous aider au niveau médical, c'est mieux pour un patient de se remettre chez lui ou d'aller le moins possible à l'hôpital. Et donc du coup, je pense que ça sera ça, l'hôpital augmenté de demain, ça sera plutôt le domicile augmenté en lien avec cet hôpital qui sera vraiment pour des soins très critiques. Typiquement, on peut parler par exemple tout ce qui va être, excusez-moi, j'ai permis de mots, ça y est, soins palliatifs à domicile. Ça serait hyper intéressant de développer ce type de technologie. Je suis sûre qu'au niveau patient, vous me suivrez sur ces questions-là. Tout ce qu'on peut faire pour que le numérique en fait, appuie le patient pour rester le plus longtemps possible chez lui, c'est là, je pense, le vrai futur de l'hôpital augmenté. Ça évite des problèmes d'accueil, de réception, de parcours physique dont on a parlé vis-à-vis du patient? Certainement. Moi, je me pose juste la question en miroir par rapport à ce que vous venez de dire. Est-ce que cette domiciliation, qui est déjà bien engagée, ne fait pas porter un peu trop de choses sur les aidants, mais là, je crois qu'on sort complètement du débat, et sur les professionnels du domicile, et là, j'irai sur les infirmières en particulier, mais ça, on en parlera demain. Je m'inquiète un peu de cette domiciliation à outrance vis-à-vis des aidants, là, pour le coup. Alors, juste pour conclure, effectivement, c'est un thème intéressant, on peut l'effleurer sans rentrer trop dans le détail. Ça change votre business model, ce genre de prédiction? Oui, ça changerait le business model, mais ça, à la limite, c'est secondaire, parce que notre système de santé, en fait, on a de la chance aujourd'hui d'avoir le système de santé que l'on a. Et il faut se battre pour, je pense. Donc le business model, il est secondaire. Par contre, cette vision, pour moi, elle est un peu utopique, parce qu'aujourd'hui, on est confronté à des problèmes de déserts médicaux. Il n'y a pas de médecins de ville.
De moins en moins, du moins. Et si on veut que le patient puisse rester chez lui, il faut des relais médicaux. Et je suis complètement d'accord avec Anne sur le fait qu'on ne puisse pas faire porter toute la charge aux paramédicaux. Sur le sujet du palliatif, c'est très réglementé et encadré, donc ça soulève d'autres problématiques. Moi, je pense qu'il y a de très belles choses qui sont initiées. Il faut réussir à les faciliter. La problématique, je suis beaucoup d'accord avec Anne en fait. Le nerf de la guerre, c'est le sujet des interopérabilités. Parce qu'on entend qu'il y a des outils de partout, mais sauf qu'aucun des outils ne sont capables de communiquer entre eux. Et c'est la limite du système aujourd'hui. Donc, si on arrive à faire communiquer les outils ensemble, on arrivera à s'appuyer sur des données pour prendre les bonnes décisions et définir la trajectoire commune. Et à domicile ou pas? Enfin, finalement, à domicile, trajectoire commune qui sera en partie à domicile, complètement à domicile, avec un hôpital qui sera augmenté et qui apprendra tout seul. Dans l'absolu, je pense qu'on est tous mieux chez nous qu'à l'hôpital ou en clinique ou n'importe où. Tout à fait. Bernard Castel, peut-être un Oui, juste mot sur l'interopérabilité. Pardon, Anaëlle. Je voulais juste dire, Sur- apprendre tout seul, je ne pense pas que ça arrivera. À un hôpital, il y aura toujours des humains quand même. Voilà, c'est juste ça. Oui. Parce que je réalisais sur le tout seul. C'est d'accord. Oui. L'interopérabilité, c'est aujourd'hui, je pense, un problème politique. Pendant 30 ans, c'est pas moi qui le dis, c'est Dominique Pont, dans une dépêche APM, donc voilà, c'est la voix d'en haut. Pendant 30 ans, on a laissé aux industriels la propriété des données. Donc je fais un logiciel et je suis propriétaire des données. Au nom de quoi? Qui transforme ce qui se passe dans le logiciel en données de tous les jours? Le patient et les soignants, donc l'hôpital, les cliniques, etc. Donc ça, c'est une anomalie du système. Ça veut dire qu'il faut décloisonner pour cette interopérabilité. Technologiquement, nous, le travail qu'on fait, c'est qu'on fait de la convergence par la donnée. C'est-à-dire qu'on peut rentrer aujourd'hui dans une trentaine de logiciels autour de M. Dupont à l'hôpital, mais M. Dupont dans la ville, mais M. Dupont dans son EHPAD, etc. Et on peut aller chercher ces données et les concentrer, faire de l'analytique à l'intérieur du concentrateur et les distribuer, je le disais tout à l'heure, de façon très précise à qui on a besoin. Enfin, ce que je voulais dire, c'est que, et je reviens au smartphone, et bien sûr qu'on est dans une période de transition, même de rupture, où on voit bien que tout le monde ne peut pas faire avec autant d'agilité tout ce qu'on attend. Je pense aux patients en particulier qui a besoin de s'adapter. Alors moi, je crois fondamentalement à la domiciliation. Voilà, donc alors j'y crois, et puis j'ai l'âge d'y croire, puisque ça fait longtemps que je suis sur ce sujet. Je pense que c'est vraiment l'avenir. Sauf que, là encore, il faut prendre des positions fermes en matière politique, au sens noble du terme. Il faut prendre des positions, c'est-à-dire que si on veut ça, ça veut dire qu'on veut un patient qui est le centre. Le programme européen, et j'invite tout le monde à aller chercher le programme européen d'entrepôt de données de santé européen, qui dit très clairement que si on ne met pas les données dans les mains du patient, qui les distribue selon ses besoins, alors on n'y arrivera pas. C'est ça ce qui nous pend au nez. C'est pour 2029. Aujourd'hui, le simple fait de demander à des éditeurs en France, je termine là-dessus, de mettre la norme FHIR qui permet d'échanger des données, y compris au niveau européen, nous l'avons fait entre Chalon et Charleroi. Et ça se passe très bien. Donc c'est facile. Il n'y a pas un éditeur qui est FHIR en France. On est les derniers de la classe. Donc, d'où la volonté politique, l'impulsion qui doit être donnée par le haut et par la politique. Un grand merci aux 4 participants pour vos questions et vos commentaires aussi. Et rendez-vous très vite pour la prochaine table ronde. Merci beaucoup.